Alors, je vais te déléguer. Je te laisse te présenter toi-même. Yves m'a demandé de le faire, mais Très je bien. te laisse la main. Vas-y. Très bien, très bien. Bon, je vais essayer d'être bref aussi pour pas ruiner votre samedi. Écoutez, moi, je suis auteur et conférencier spécialisé dans deux thèmes qui me tiennent à cœur, la violence et l'identité. Parce que je pense que ce sont deux thèmes du siècle que nous vivons. Il sera violent, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Et il sera le siècle de l'identité. Tout le monde est identitaire. Le mouvement LGBT est un mouvement identitaire. Le mouvement antiraciste est un mouvement identitaire. Il y a même, je pense que même les électeurs de Renaissance sont des identitaires, parce que c'est une identité, je vais être un peu fort là, une identité de cocu revendiquée. C'est-à-dire que tout va mal, le bilan est toujours, la réalité confirme que le bilan est catastrophique, mais ils continuent de voter. Donc c'est assumer une certaine sortie du réel. Tout est identitaire au fait. Et le mouvement islamiste est un mouvement identitaire, hein, vous voyez, mondialement. La Chine revendique son identité asiatique, chinoise. Donc il n'y a pas que dans les milieux de droite dites extrêmes selon BFM TV que l'identité est à l'œuvre. Donc voilà mes deux thèmes, violence, identité. Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. Je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans pour étudier. J'ai vécu durant une quinzaine d'années. J'ai travaillé en entreprise. Et puis après, j'ai migré au Brésil. Donc je suis un immigré professionnel. Et c'est pour cela que je sais que l'immigration n'est pas une promenade de santé. Et pour cela que je sais que le transit entre différentes cultures n'est pas du tout évident, n'est pas spontané. C'est pour cela que je sais que nous sommes fabriqués pour travailler dans une culture, dans une civilisation, pas dans 2, 3, 4 civilisations en même temps. La normalité et un certain repli sur soi ou une ouverture conditionnelle. Cette histoire de citoyen du monde, c'est une grande bêtise. Il n'y a pas de citoyen du monde. On est toujours le citoyen d'une civilisation. On peut bien sûr être à l'aise avec des étrangers, être marié avec une étrangère, ce qui est mon cas, mais on est toujours de quelque part. Et tant mieux, parce que c'est comme cela que on arrive à être le plus productif et être accompli. Je pense qu'on rentre dans une espèce de fascisme qui ne dit pas son nom, qui est d'une espèce d'acculturation généralisée, de créolisation généralisée, qui n'est pas du tout un humanisme. L'être humain a un besoin d'appartenance et de confort culturel, spirituel, voire ethnique. On n'est pas du tout à l'aise dans les tours de Babel, on n'est pas du tout à l'aise dans les endroits ultra cosmopolites, sauf évidemment pour une petite minorité de la population qui est cosmopolite. Mais ce n'est ni une qualité ni un défaut, il ne faut pas les célébrer, tant mieux pour eux, mais on n'est pas fait pour vivre à l'étranger H24 toute l'année. On n'est pas fait pour être dépaysé tout le temps. Ça, je l'ai compris en étant un étranger moi-même. Bon. Donc, je voudrais juste faire aussi. Donc, comme je vous ai dit, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc, donc je sais vendre des tapis. Donc, je vais vous vendre mon tapis. Donc, de la diversité aussi. Je vous ai dit, moi, je suis un identitaire. Hein, je vais vous vendre mon tapis. Donc, de la diversité au séparatisme, qui est mon dernier ouvrage. Il est disponible au format papier chez l'éditeur qui s'appelle Complicité. Donc là, vous pouvez le trouver hein, sur Amazon, à la Fnac, chez Mola, je pense. Et vous pouvez aussi le télécharger en ligne sur mon site web, drizrali.com, la barre de fraction e-book, comme livre numérique. Voilà. Donc vous pouvez vous avez les deux canaux de vente. J'ai aussi préfacé une réédition de Bonaparte en Égypte, qui vient de sortir là, fin août. J'ai juste écrit la préface. Je vous invite aussi à lire ce livre qui est très intéressant, finalement, Bonaparte en Égypte, c'est la France en Égypte, c'est l'Occident dans le monde arabe, et c'est l'Algérie avant l'Algérie, en 1798. Vous avez tous les germes, toutes les
Vous avez toute l'histoire coloniale française résumée en 1 an et demi que Napoléon a passé en Égypte. Tous les contresens, mais aussi toute la splendeur de l'expérience coloniale française, c'est-à-dire on a des idées plein la tête, on ne sait pas pourquoi on est en Égypte, mais finalement, comme on est un peuple d'élite, on finit par faire des choses extraordinaires sans forcément le vouloir. C'est ce qui s'est passé en Algérie. La France est arrivée, contrairement aux Britanniques, encore une fois l'identité. La France n'avait pas de plan économique, pas de plan commercial. Donc elle s'est plantée totalement sur le plan industriel et économique. C'était une ruine, l'Algérie. Mais les résultats, quand même, sur le long terme, ne sont pas si mauvais que ça. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Napoléon a réveillé l'Égypte. L'Égypte, après Napoléon, s'est réveillée. Elle s'est libérée des Turcs, elle a créé une république, elle a commencé à s'occuper d'elle-même. Bon, une trêve de digression. Je voulais donc essayer, je vais essayer d'être assez bref, juste pour un peu planter un peu le décor. Nous vivons en fait une grande expérience de laboratoire, une grande expérience de sciences sociales, mais on n'a pas le droit d'en parler. Mais l'expérience est la suivante. On est sans défense devant les violents, c'est-à-dire qu'on vit une espèce d'expérience de vider les prisons. Or, vider les prisons, normalement, c'est l'apocalypse. Normalement, quand tu veux en finir avec un régime politique, tu vides ces prisons. En 2010-2011, quand on a voulu déstabiliser la Syrie, ou quand la Syrie a voulu répondre aux émeutes de la faim ou de la démocratie au printemps arabe, les prisons ont été vidées. Qui a vidé les prisons? Bachar el-Assad, des services secrets, peu importe. Quand on a vidé les prisons syriennes, a commencé la guerre civile. Dans tous les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, quand ça va vraiment mal, c'est quand on vide les prisons. Parce qu'il suffit de relâcher 500 malades mentaux dans la nature pour foutre en l'air, pour ruiner une société. C'est ce que nous faisons avec nos impôts, parce que nous payons une magistrature, un État, des universitaires, des ONG, qui nous expliquent qu'il faut relâcher, qu'il faut vider les prisons, à intervalles réguliers. La dernière fois, c'était pendant le Covid, on nous a dit, Madame Belloubet, oui, faut pas qu'ils s'infectent avec le Covid, on va les relâcher. Très bien. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. Et on teste notre seuil de tolérance, jusqu'à quel moment allons-nous accepter qu'il y ait des Lola, des Enzo, j'en oublie, des Mégane, mais aussi des jeunes victimes d'origine arabe. Il y a eu, j'ai oublié son nom, Samara à Montpellier, qui s'est fait lyncher parce qu'elle n'a pas porté le voile. Il y a une fille très touchante qui est morte, Sherazade, je crois, dans le sud-est, côté de Narbonne, je crois, tuée par un récidiviste qui était son amoureux, je sais pas quoi, qui n'avait rien à faire dehors. Voilà. Donc, on teste la tolérance. Moi, je me pose la question, jusqu'où va-t-on? C'est vraiment inédit, c'est historique. Deuxième test qui est fait en grandeur nature, c'est le grand chamboulement démographique. C'est-à-dire qu'on ouvre les frontières et on dit, bah, écoute, désormais, tu vivras avec des étrangers. Et mieux encore, tu seras étranger chez toi. Tu seras étranger chez toi, c'est-à-dire que tu devras accepter ce qu'ils appellent le vivre ensemble, c'est-à-dire l'islamisation et l'africanisation. D'ailleurs, le vivre ensemble est une notion qui vient de l'Algérie française. C'est l'OAS qui croyait au vivre ensemble. Parce que quand De Gaulle et la gauche ont retourné leur veste et ont dit on n'est plus colonialiste, il faut l'indépendance, l'OAS a dit non, on peut vivre ensemble entre Arabes, entre musulmans et Européens, nous sommes frères et sœurs, vous allez voir, nous allons vivre ensemble. C'est l'OAS qui a créé cette notion de vivre ensemble. Et les idées migrent. Et aujourd'hui, l'idée a migré de l'OAS vers le système. Et le système nous dit, bah, tu vas vivre ensemble avec une femme voilée, tu vas vivre ensemble avec un type qui vient de la vallée du Nil et qui coupe le clitoris de sa fille pour éviter qu'elle ait du plaisir sexuel. Tu vas vivre ensemble avec lui. Tu vas vivre ensemble avec un Tchétchène qui vit dans un monde clanique où le déshonneur ne peut pas être digéré, où il faut absolument rendre le coup, qui dans le œil pour œil, dent pour dent. Tu vas vivre ensemble avec lui. Tu vas vivre ensemble avec une Afrique qui s'installe chez toi. Tu vas accepter de ne plus avoir l'hégémonie chez toi. Ce qui se passe est incroyable.
C'est-à-dire que tout peuple aspire à l'hégémonie chez lui. Le Chinois, l'Indonésien, même l'Indien d'Amazonie. Vous savez qu'aujourd'hui, la politique du Brésil, avec l'approbation de l'ONU, de la Norvège, qui donne des milliards d'euros pour que le Brésil préserve l'Amazonie, avec l'approbation de Davos, tout, d'Amnesty International, c'est l'hégémonie des Indiens chez eux. Dans chaque réserve indigène, on ne dit pas que l'Indien est hégémonique. On va plus loin, on dit l'Indien de tel peuple, de telle ethnie, est hégémonique. Il n'y a que lui qui peut être ici. Et on compte, on restreint l'arrivée des Blancs, et d'ailleurs avec des systèmes de contrôle d'accès. Et d'ailleurs, dans une réserve indigène brésilienne, si tu te fais massacrer par un Indien, il est inimputable pénalement. Parce que l'Indien n'est pas censé connaître la loi. Toi, le blanc, ou le noir, ou l'arabe, tu dois connaître la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais l'Indien, lui, puisqu'il c'est un grand enfant, il a le droit de ne pas savoir la loi. Donc il peut te tuer, il peut commettre l'homicide parce que lui, il peut ignorer que l'homicide est un crime commis. Vous pouvez vérifier. Depuis la Constitution de 1988, la Constitution en vigueur au Brésil. Donc, tout le monde a le droit à être maître chez lui, à part toi. À part toi, peuple d'Europe occidentale, peuple des États-Unis, à part toi. Toi, tu n'as pas le droit de dire que ma culture est la culture du pays. Elle a fait ce pays. Elle a bien sûr des défauts. On n'est pas ici en train de dire que la culture française ou la France n'a que des pages glorieuses. Mais trouvez-moi un pays qui n'a pas commis de crime. Moi, je veux bien. Mais au fait, la culture française, on te dit, tu n'es pas hégémonique chez toi, tu dois accepter la différence, c'est-à-dire l'égalité. Or, notre cerveau, notre psyché ne sont pas préparés pour l'égalité des cultures. On a toujours besoin de savoir qu'on a le meilleur système. Parce que notre système n'est pas le meilleur. Notre système n'est pas le meilleur. Vous traversez une frontière et le code pénal change. Vous traversez une frontière et le système économique change. Les impôts changent, le barème des impôts. La langue change. Le Japon parle le japonais et ils sont plus riches que nous. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément raison. Vous traversez la frontière, vous allez en Italie et déjà le signe du déficit commercial change. Ils ont un excédent commercial. Donc peut-être qu'ils ont raison et nous on a tort. Évidemment qu'ils ont raison, nous on a tort. D'un point de vue économique et commercial, les Italiens nous mettent 10-0. Ils n'ont pas de Bruno. Nous on a Bruno Le Maire. Ils n'ont pas de... Vous voyez ce que je veux dire mais ça nous est insupportable. Ça nous est insupportable de voir quelqu'un qui a un autre mode de vie, une autre civilisation, parce que nous sommes fragiles. Encore une fois, l'être humain est fragile. À part quelques grands intellectuels ou grands... qui peuvent vivre et supporter la contradiction tout le temps, l'être humain a besoin d'être confirmé dans ses croyances. Vous voyez comment on s'est tapé dessus les uns les autres durant la pandémie. Entre vaccinés et non vaccinés, entre masqués et non masqués. Vous vous rendez compte? Entre blancs, catholiques, chrétiens, adultes, qui paient leurs impôts. Imaginez, avec un type qui vient de Tchétchénie ou du Sahel qui te dit que ma femme va être voilée, excisée, que tu vaux rien, que je sais pas quoi, qui ne croit pas dans la même valeur que toi. Et je ne dis pas qu'il a tort. Mais je dis que notre psychologie a besoin de cet équilibre-là. Nous sommes fragiles, nous ne sommes pas des supermen, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas nous ne sommes pas Hercule, voilà. Donc, ce test-là est fait grandeur nature. On n'a pas le droit d'en parler. La censure est généralisée. Au Brésil, Twitter est interdit. Pour d'autres raisons, mais ceux qui sont... Twitter est interdit pour empêcher la droite de s'exprimer. Parce que la droite, au Brésil, il n'y a pas de problème d'islamisation, mais il y a un problème de grand ensauvagement. On n'a pas le droit d'en parler. En France, bien sûr, vous n'avez pas le droit d'en parler. Tout ce que je viens de dire là est passible de je ne sais quoi. Mais le pire, c'est que le système a le droit d'en parler. C'est-à-dire que pendant les JO 2024, le système a appliqué des méthodes dites de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il a vidé Paris des mendiants, des migrants, et les a envoyés à Orléans. L'Allemagne, pendant l'Euro de foot de cet été, a fait la même chose. 22 000 délinquants ont été éloignés de territoire allemand. Donc le système, lui, a le droit de dire qu'il y a des problèmes et à les traiter comme il se doit. Encore, rappelez-vous des Indiens des Amériques. On pense qu'ils sont menacés, donc on interdit les étrangers chez eux. Ben, le système comprend que vous êtes menacés, et quand ça l'intéresse, il enlève les étrangers toxiques ou dangereux de chez vous. Mais lui, il a le droit de le faire, pas vous.
Et puis à un moment donné, il ferme le robinet, et puis le rideau de fer tombe, et on recommence à refaire le front républicain. Vous avez vu cet été, le délire total que ça a été pendant 2 semaines, 3 semaines. On a fait encore la grande répétition du nazisme qui est à nos portes. Et le système peut ça. Là, vous avez M. Scholz en Allemagne qui ferme les frontières, donc qui applique le principe de précaution auquel les Indiens des Amériques ont droit dans leur réserve, mais pas vous. Il l'applique, c'est normal, c'est un homme de gauche, il est de la SPD, tout le monde trouve ça normal, mais lui il a le droit de le dire, mais pas vous. Donc on rentre dans un système, dans une ère de la folie, du manque de santé mentale en fait. On est au-delà du grand remplacement et du grand ensauvagement. On est chez les fous. On est chez les fous. Comment un type peut se dire de gauche et appliquer ces méthodologies qui sont de notre camp à nous? On est chez les fous, comme on peut dire qu'un homme, au même titre qu'on peut dire qu'un homme peut rentrer dans les toilettes des femmes. Ou qu'un barbu est une femme. Ou qu'un homme peut tomber enceinte. C'est le même registre. Si on vous convainc, on vous fatigue à un tel point que vous acceptez qu'un homme peut tomber enceinte, ben vous pouvez accepter qu'un type de gauche peut éloigner les MNA de Paris et se dire de gauche. Enfin, moi ça me... Vous voyez, on en est à c'est un vrai fascisme dans le sens où il n'est pas humaniste. On détruit l'être humain. Parce que non seulement on nous soumet, mais en plus, on nous transforme en abrutis. Il y a une idiotisation de la société, de l'opinion publique, et ça passe crème, parce qu'au fait, nous sommes très fatigués. Pas dans nos milieux à nous, mais nous sommes très fatigués quand même. La société, l'opinion publique est très fatiguée, elle est usée, elle est épuisée, elle accepte tout. Elle accepte tout et son contraire, au point d'avaler ce régime d'exception. On est dans un régime d'exception. Tout est temporaire, tout est fragile. Notre droit de réunion est fragile. Et même le bon sens est fragile. Bon, donc nous sommes sortis de la démocratie au fait. Hein. On fait semblant. Comme on fait semblant qu'un homme peut avoir, comme nous faisons semblant qu'une femme peut avoir un pénis, nous faisons semblant que nous vivons en démocratie. Or, nous ne sommes plus en démocratie. Ça fait longtemps. Les voyous ont la souveraineté. Qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est la souveraineté du peuple. Je suis désolé, le peuple se fait casser la gueule. Il se fait violer, il se fait massacrer, il se fait lyncher. Vous avez vu les balles perdues à Marseille. Tout le monde trouve ça normal, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'une fille qui révise ses devoirs prenne une balle dans la tête. Ce n'est pas une démocratie. Celui qui est souverain, c'est le dealer. C'est celui qui c'est celui qui a la Kalachnikov qui est souverain, entre nous. Celui qui a le dernier mot, c'est le type qui porte le fusil, c'est pas le peuple. Donc nous sommes sortis de la démocratie, nous avons donné le peuple aux voyous. Ah, nous avons donné le peuple, oui. Nous avons donné le pouvoir aux voyous. D'ailleurs, le système rêve d'un peuple de voyous. Parce que le voyou est facilement contrôlable. Le voyou ne fait pas de coup d'État. Le voyou ne commet pas de coup d'État. Le voyou ne fait pas de conspiration. Tout changement politique découle d'une conspiration, d'une poignée d'hommes qui prennent le pouvoir, d'hommes et de femmes. Vous avez vu les coups de force en Afrique. Les militaires du Mali, de Bamako, du Burkina Faso et du Niger et de Guinée, ils n'ont pas pris le pouvoir sans, au préalable, une conspiration. S'ils étaient des voyous, ils seraient d'abord drogués, ils seraient dans des bordels à Abuja ou au Nigeria, ils seraient peut-être chez nous en train de cramer l'argent de leur peuple sur la Riviera française. Ils n'auraient pas pris le pouvoir. Le voyou ne prend pas le pouvoir. Et le système rêve d'un voyou, d'un citoyen voyou, complètement à sa main. Parce que ce que veut le voyou est à la main du juge. Le juge qui décide s'il le remet en tôle ou pas. Parce que franchement, vous voyez, la population pénale française, la pénitentiaire, devrait être multipliée par 3. Il faudrait construire des prisons. Parce que vous avez une population criminogène qui n'a rien à faire dehors, qui ne doit sa liberté qu'à la mansuétude du système des juges. Donc le pouvoir, il est chez le système. Le voyou n'est pas une menace. Il est une menace pour nous. Mais il n'est pas une menace pour le système. Le système est extrêmement fort. La police est très forte. La police ne craint rien. Les ONG, la CEDH se sont écrasées pendant l'été. Alors qu'il y a eu des déportations de migrants. On a déporté des gens. Le mot déporté n'a pas à être surchargé. Ils ont déporté les gars à Orléans. Où sont les droits de l'homme? Donc l'État ne craint rien. L'État se sert du voyou
pour nous dominer. Vous avez donc aussi sorti de la démocratie parce que le peuple n'est plus souverain puisqu'il est remplacé chez lui. Alors, quel est ce système démocratique dont le but est de remplacer le peuple qu'il a instauré, qui paye les impôts pour le faire fonctionner par un autre peuple? Voilà, donc nous sommes hors de la démocratie. On peut appeler ça grand remplacement, chamboulement démographique, vivre ensemble. Ce n'est pas une démocratie, c'est l'anti-démocratie, c'est tout sauf démocratique. Un système où tu sors un peuple et tu lui dis, ben voilà, en fait maintenant, tu vas cohabiter avec un autre peuple, issu d'Afrique et du monde arabe, et ben tu fermes ta gueule, et puis de toute façon, voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas démocratique. C'est notre système. Hein. Nous sommes sortis de la politique, puisqu'on ne peut pas en parler. Tout ce qu'on vient de dire là est censuré, diabolisé, vous perdez votre emploi, voilà, vous perdez votre réputation. On n'a aucune prise sur le destin, puisque la politique, la politique menée, c'est ça. C'est plus de grands remplacements, grand ensauvagement, fermez vos gueules, plus d'Europe. Les gens ont voté RN, ils ont eu Barnier. Voilà. Premier parti de France, ils ont eu Barnier. Les abrutis qui ont voté, j'hésite pas à le dire, hein, un nouveau front populaire ou je sais pas quoi, un nouveau front républicain, pareil, ils ont eu Barnier, c'est bien fait pour eux. Je vous dis, maintenant, Cocu est devenu une identité, bah, qu'il l'assume jusqu'au bout. Il n'y a plus de politique, en fait, il n'y a aucune prise sur le destin. C'est comme une expérience dans un avion. Qu'est-ce que c'est que l'aviation civile aujourd'hui, commerciale? C'est quelque chose de pas très agréable et qui est surfacturé. C'est le coup de la peau des fesses. C'est pas très agréable. On mange mal, on est traité comme un enfant, le café est pourri, les toilettes sont plus ou moins propres. Et on n'a pas, on n'a pas les commandes. Nos systèmes politiques sont comme des avions, des Boeing, où nous, on est assis. Alors, sur la classe sociale, hein, il y a la première classe, il y a la business, il y a l'économie, très bien. Il y a encore les classes sociales, mais on ne demande pas notre avis. Hein. On ne choisit pas le pilote, on ne demande pas. Il n'y a pas d'élection pour choisir quel est le pilote. C'est toujours le. Voilà, on s'en fout de notre avis pour le pilote. Le cap, le plan de vol, on ne décide pas. Nous ne voyons même pas où on va. On voit juste latéral par les hublots. On ne sait pas où on va. C'est cette expérience-là aujourd'hui. On est comme un enfant. Qu'est-ce que c'est que le passager d'un vol commercial? On n'est pas adulte. On est enchaîné, on met la ceinture et on obéit aux ordres et on consomme et on paye très cher. C'est notre système aujourd'hui. Alors, c'est un moment historique. C'est un moment historique à plusieurs titres. Et il va nous amener vers un gros clash. Alors, je ne sais pas de quelle nature il sera, mais il va nous amener vers un gros clash pour deux raisons. Le règne des voyous, à un moment donné, va arriver à une limite, parce que on va sortir vraiment on va sortir de la paix civile. C'est-à-dire on va devoir se barricader, on va devoir blinder les voitures, on va devoir accepter l'inacceptable. On l'accepte déjà, mais le niveau de sauvagerie ne fera qu'augmenter. Je pense qu'il y aura un clash. La deuxième chose, c'est par rapport à ce chamboulement démographique, à cette diversité, qui est déjà un processus chimique qui tourne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez sous nos yeux, en France et pas seulement, même en Allemagne, en Angleterre, vous avez un peuple en formation, un peuple nouveau en formation, plutôt musulman, plutôt non européen, plutôt musulman, plutôt pro-américain. Il n'y a qu'à voir hein, le Nike et l'hijabeuse, il n'y a qu'à voir le rap, il n'y a qu'à voir les références toujours au fameux vivre ensemble anglo-saxon merveilleux, où des gangs violent des jeunes filles sur 20 ans et rien ne se passe, mais c'est merveilleux. Où tu tweets, tu vas en tôle pendant 2 ans, où tu tues quelqu'un à la machette, tu sors de tôle au bout de 6 mois. C'est ça le système anglo-saxon merveilleux britannique. Mais les gens l'adorent.
Tout le monde adore Black Lives Matter, tout ça, parce que les ghettos, le rap, l'économie, la Californie. Souvenez-vous, Monsieur Macron qui nous dit que la Seine-Saint-Denis, c'est une Californie française. Ce peuple-là, il regarde les États-Unis parce que c'est l'antithèse de la France. L'antithèse totale de la France. Les Américains ont beaucoup de qualités, mais ce ne sont pas des Français. Nous avons un métabolisme différent. Ce peuple-là se cristallise sous nos yeux. Il a maintenant déjà son parti politique, il a son opinion publique. Demain, il demandera l'autodétermination. Par notre bêtise, parce que on peut encore contrecarrer ça. Il y a des politiques à faire. Mais bien sûr, elles ne seront pas menées. Tout est fait pour que ce peuple continue de grossir avec l'immigration de masse, il est sanctuarisé avec l'islamophobie qui va devenir bientôt un délit ou un crime. Tu pourras aller en tôle si tu critiques de près ou de loin les effets de l'islam en Europe, qui ne sont pas tous positifs. Enfin, l'islam est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe. Moi, je suis musulman. L'islam est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe. Très mauvaise nouvelle pour l'Europe. Il n'est pas européen. Il pose des milliers de défis à l'Europe. À la mixité, à l'économie, à tout. C'est une très mauvaise nouvelle. L'islam fait partie probablement des solutions pour le monde arabe. Je pense qu'il n'y aura pas de renaissance arabe, de réforme arabe, de sortie du sous-développement, pour être très clair, si nous n'arrivons pas à mobiliser l'islam, l'énergie islamique pour nous sortir du trou, parce que nous sommes dans un trou, ça s'appelle le sous-développement. Et ça, c'est un problème entre arabes, entre musulmans. Mais pour vous, ce n'est que des mauvaises nouvelles. L'islam est un rival stratégique de votre civilisation. Et vous avez aujourd'hui un peuple musulman qui s'installe chez vous et donc qui va être votre rival. Donc ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Donc ça va aboutir à un clash. Alors lequel, on ne sait pas. Nous avons l'expérience coloniale, nous avons vu ce qui s'est passé en Algérie ou ailleurs. Je pense qu'on va nous vivons un temps colonial. Un temps colonial où la mauvaise foi est partout, est généralisée. Vous avez vu le Canaël. Maintenant, 2 ans après, quand on voit les résultats de l'enquête, vous voyez que finalement, les pauvres flics, ils n'étaient pas si fautifs que ça. Loin de là. 900 millions d'euros de dégâts, un peuple traumatisé, voilà. C'est une ère coloniale. Vous avez un repli sur les communautés, vous avez une hausse de la violence, et vous avez une violence moléculaire. C'est-à-dire que chacun maintenant se sent responsable de défendre sa communauté. Même le voyou le plus minable, la racaille la plus minable, a un discours politique, puisqu'il croit qu'il participe à une lutte coloniale pour libérer son peuple contre... Vous les voyez, ils se prennent tous pour des Palestiniens. Et ils vous prennent pour des colons israéliens. Et donc, la moindre tag et le moindre sabotage est un acte politique, inscrit dans une lutte, une revanche coloniale. Donc, ça risque de très mal se passer. Des solutions, certainement, qu'il en existe. J'en détaille quelques-unes dans le livre. Elles ne sont pas toutes démocratiques. Alors, on ne va pas non plus revenir à la torture ou à la chaise électrique, mais on va sortir de l'enfance. On va sortir de l'enfance, parce qu'il faut qu'on repose des principes de base, qui est « je suis chez moi ». Donc j'ai l'hégémonie. Donc j'organise le champ politique pour me servir. Aujourd'hui, nous avons organisé le champ politique pour nous desservir. Alors je dis bien « nous », parce que ce peuple de France, dedans, il y a des assimilés. Il est majoritairement blanc, parce que l'histoire a fait que, mais il y a des assimilés. Il y a des gens qui sont dans ce peuple de France et qui disent « nous », alors qu'ils sont noirs, arabes, musulmans, bouddhistes, chinois ou je ne sais quoi. Ce sera mon dernier point. Je pense qu'il faut aussi qu'on se déniaise un peu. Ils seront minoritaires aussi. C'est-à-dire que ne nous attendons pas à une grande assimilation. L'assimilation est derrière nous. Elle continuera à exister pour certains. Ceux qui veulent s'assimiler vont s'assimiler. Ils n'ont pas besoin d'être aidés pour s'assimiler. C'est un choix, c'est une capacité. Je vous dis, changer de culture n'est pas donné pour tout le monde.
Moi, je vois beaucoup d'accidents d'assimilation. Je ne vais pas les citer, mais je vois beaucoup d'Arabes qui se sont francisés et qui ont pris le pire des défauts des deux cultures. Hein, je ne vais pas donner de nom, mais le pire de la mauvaise volonté syndicaliste CGT Sud avec le pire de la mauvaise volonté de chez nous. C'est terrible. Cette espèce de fanatisme bien nord-africain avec cette espèce de mauvais esprit CGT Sud, Docker de Marseille, horrible. Je me dis, reste algérien, reste marocain. Pourquoi? C'est pas la peine de se franciser pour devenir ça. Vous les voyez. Vous les voyez. Moi, j'en suis dans ma réflexion personnelle à un point où je me dis, il vaut mieux laisser les gens être ce qu'ils sont et négocier avec eux un nouveau deal. Au lieu de faire des Français de contrefaçon ou des ennemis de l'intérieur qui portent des papiers français, qui vont aller en Syrie, pas tous hein, évidemment, mais j'ai entendu cette semaine quelqu'un sur un plateau dire oui, bah oui, la plupart des terroristes du Bataclan sont des Français. Ce ne sont pas des Français. Il a beau être né à Courcouronne ou à Mantes-la-Jolie, le type n'est pas français. Il va en Syrie se radicaliser. C'est pas un Français, je suis désolé. Pas un Français. Donc, il vaut mieux que ce type reste algérien, marocain, malien, sénégalais, qu'on le bonifie, qu'on lui apprenne certaines des valeurs de la France, discipline, enfin, je parle de la vieille France, mais qui survit quand même. Hein. Il n'y a pas que des dégénérés autour de nous. Hein. Humanisme, droits de l'homme, discipline, rigueur scientifique, l'esprit cartésien, la confiance dans le progrès, malgré tous les défauts du progressisme, le progrès quand même une confiance. Dans nos cultures d'Afrique du Nord, nous n'avons pas confiance dans l'avenir. Nous vivons une vie tragique. Vous avez confiance dans l'avenir, c'est bien. Donc moi je pense qu'il vaut mieux préparer, bonifier ceux qui veulent être bonifiés, sans forcément faire des Français, c'est peine perdue. Négocier un deal avec eux pour une vie, pour que la France reste la France, remigrer ceux qu'il faut remigrer, et refaire la République. La République telle que nous la connaissons, elle est morte. Elle est morte, on va sortir. Elle est morte, elle attend son bourreau pour être décapité une bonne fois pour toutes, et on va sortir complètement ce système. Ce n'est ni agréable ni à gauche ni à droite. Ni à gauche ni à droite. Bon, c'est pas ma faute, c'est pas notre faute, mais je ne vois pas comment on peut régler ces problèmes-là qui sont tout à fait inédits avec les recettes d'hier. Et mon dernier point, je pense que nous n'avons pas besoin de tellement de conservateurs que ça. Il nous faut des constructeurs, il nous faut des bâtisseurs. Il faut refaire tout. On est comme avec Napoléon. Je parlais de Napoléon en Égypte. Napoléon, est-ce que c'est un conservateur ou un révolutionnaire? Certainement, il est plus révolutionnaire qu'un conservateur. Il est arrivé après la barbarie de la Révolution française, une immense catastrophe, tout à fait inutile. Et il a dit, on ne peut pas revenir en arrière. On a trop cassé. Et on va quand même essayer de construire quelque chose qui puisse garantir la grandeur de la France. Moi, je pense qu'on a trop cassé. On a un nouveau peuple en France. On est allé trop loin. Donc, je ne vois pas comment on peut régler le problème avec les recettes de 5e République, ni même de la démocratie telle que nous la connaissons. Voilà, j'espère avoir été pas trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas quelles sont vos contraintes horaires, mais j'ai du temps. Non, mais nous, on n'est pas non plus à la seconde près. Je vais te passer un de tes vieux amis en premier. Je pense qu'il y aura des questions dans la salle. Très bien. Voilà, il y a Yves qui va... Monsieur Galli, bonjour, j'ai tout entendu. Je vous remercie d'ailleurs de ce témoignage. Je suis le présentateur de la journée. On m'appelle aussi le clown blanc de temps en temps. Voilà. Donc j'ai une question pour vous, d'un de mes collègues. Oui, je veux bien. Oui. Bon, j'ai une question juste après l'intervention de Monsieur Léandri. Oh là, salut Driss, c'est Jean-Yves. Salut Jean-Yves. Bon, heureux de te retrouver. Alors, dans ton dernier ouvrage de la diversité au séparatisme, tu parles de séparatisme. Tu expliques qu'un peuple, quand la diversité est minoritaire,
elle se fait silencieuse. À partir du moment où elle commence à voir le nombre, elle devient hégémonique. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, on voit effectivement, ça confirme ta thèse, en Grande-Bretagne est en train de se créer un nouveau peuple. Bon. Là, il ne s'agit plus de séparatisme, il s'agit de colonialisme. Oui. Certains démographes nous disent que si la démographie française continue à s'effondrer comme elle le fait, en 2050, le peuple historique en France sera minoritaire. À ton avis, comment est-ce qu'on peut endiguer ce phénomène? Merci beaucoup pour la question. En fait, on a deux problèmes en même temps à régler. On a l'essoufflement de la France, qui est un problème franco-français, et vous avez la diversité, qui crée ce problème colonial. En fait, nous avons une civilisation française qui est en grande crise. Ça, c'est pas la faute des immigrés. Pas les immigrés qui ont réformé les programmes scolaires pour en faire une fabrique d'imbéciles. C'est pas les immigrés qui ont fait l'Europe. C'est même pas les immigrés, à la limite, qui ont élu Macron. Même s'il a été élu avec beaucoup de... Ce sont des bons Français qui ont décidé de suicider leur pays. C'est pas les immigrés qui ont vendu Alstom aux Américains. C'est pas les immigrés qui ont fermé Fessenheim. C'est pas les immigrés qui ont même décidé du laxisme pénal. Ce sont des bons Français de souche qui ont décidé que les juges devaient relâcher les criminels. Dupond-Moretti n'est pas marocain, à ce que je sache, il n'est pas algérien. Voilà. Nicole Belloubet n'est pas musulmane. Voilà. Donc il y a une espèce de suicide français, comme l'a dit très bien Zemmour. Donc pour répondre à ta question, il faudrait... moi je pense que il faudrait relancer à la fois, en même temps, la fabrique de français et en même temps régler ce problème de diversité. Avec les élites actuelles, on n'y arrivera pas. Donc il faudrait un changement des élites. Alors comment, à mon avis, sera violent? Je ne vois pas comment, avec des mecs comme Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Barnier, Mélenchon, comment on va y arriver. Si on y arrive, il faudra relancer la fabrique de la civilisation française, la relancer elle-même, parce que tant qu'elle est faible, elle sera attaquée. Et tant qu'elle est faible, elle ne fera pas d'enfants. Il y a une espèce d'abstinence démographique. Les gens ne font pas de gosses, comme s'ils étaient certains qu'ils sont finis, qu'ils ne servent plus à rien, qu'ils sont inutiles. Voilà. Maintenant, sur la diversité en tant que telle, comment régler le problème? Il faut d'abord arrêter l'immigration. Bon, c'est facile à dire. Arrêter l'immigration par manière graduelle. Hein. Nous sommes shootés à l'immigration. Bon, à Bordeaux, ça va encore, mais vous allez à Paris, une grande ville. Pas Bordeaux est une grande ville, mais en région parisienne. Oui, je vois que peut-être il est déjà trop tard à Bordeaux. L'économie est shootée. Ouais. Moi, j'étais à Cachan récemment, mais le travail est devenu immigré. Il y a un grand reflux du blanc. Il est dans ses pavillons. Il est en télétravail. Vous allez au commerce, vous allez au Auchan, vous allez à l'hypermarché Franprix, vous allez... que des immigrés. Le livreur est un Bengalais qui ne parle même pas le français. Le vigile est un Malien. Enfin bon, faut pas vous la faire, vous la connaissez l'histoire. Donc il y aura une sortie gradative de cette immigration. Et puis il faudra organiser l'impuissance de ce peuple nouveau qui arrive. Mais vraiment comme une politique publique. Éviter que ce peuple-là continue à s'unifier. Une des mesures, c'est diviser pour mieux régner. C'est ce que nous faisons aujourd'hui parmi les Français de souche. On monte les hommes contre les femmes, les homos contre les hétéros. Ben, faisons pareil dans ce peuple-là. Vous avez un grand contentieux arabe-noir. Il faut foncer dessus. Il faut élargir ce gap, ce fossé. Avec les médias, avec un travail des universitaires pour rappeler aux Noirs immigrés en Europe ce qu'est l'esclavage musulman. Ce qu'est le racisme arabe aujourd'hui contre les Noirs. Aujourd'hui, pas il y a 2000 ans. Aujourd'hui. Tunisie, voilà ce qui se passe. Vous avez une demande d'islam dans ce peuple. C'est un peuple religieux. Alors, il n'est pas vertueux. Je vais refaire. Oui, il n'est pas forcément vertueux. Parce qu'il faut bien... Parce que dans le monde catholique, nous confondons la vertu avec la religion. En fait, parce que le catholicisme a été réellement... Il a domestiqué l'être humain à un point qu'il en a fait un être vertueux. En tout cas, j'allais dire en France.
Vous allez en Italie, Italie du Sud, vous avez beaucoup d'embrouilles quand même. Hein, vous avez beaucoup de... mais vous voyez en France, toujours choqué, agréablement surpris par le niveau de vertu. On a déraciné de l'être humain la malice, l'embrouille, l'enfumage que nous trouvons ailleurs, qui sont des armes d'ailleurs de résistance contre l'État. Donc vous avez ce peuple-là, il est pas forcément vertueux, mais il est religieux. Il y a une demande d'islam. Occupons cet espace-là. C'est pas avec la laïcité qu'on va convaincre un type de banlieue les types cherchent Dieu. C'est pas avec la laïcité qu'on va les accrocher. Donnons-leur un islam qui soit un islam véritable, mais un islam qui n'est pas anti-français. Vous avez l'islam africain, les Mourides, les Tijanis du Sénégal, ce sont des vrais musulmans. Quand je dis vrais musulmans, après, ça c'est une grande discussion, je dis des musulmans vraiment populaires et enflammés. Parce que les musulmans de salon que nous traînons sur France Culture et France Télévisions, ils ne parlent à personne. Ils ont plus peur que nous des banlieues, parce qu'ils sont beaucoup plus doux que nous. Je les vois, moi, ces musulmans de salon, avec les ongles limés, les cravates en soie. Ils sont gentils, ils nous rassurent, mais ils ne pèsent rien. Vous avez aujourd'hui un islam de France qui est noir, un islam noir en France, qui pourrait convertir une partie des noirs de banlieue, qui pourrait les attirer et les éloigner des frères musulmans, les éloigner de Daesh, de tout ça. Parce que, c'est pour ça que je vous dis, les solutions ne sont pas agréables, sont pas agréables, même pas pour la droite. Moi, je préfère un type qui va à la mosquée, qui entend un Tijani, qui est une confrérie africaine, musulmane, enflammée, mais qui n'est pas anti-française, qui est dans le soufisme, dans la recherche de Dieu, qui est dans le business. Un de leurs thèmes, c'est l'enrichissement personnel. Mais je préfère que ce mec soit avec eux, qu'il soit avec Daesh, ou qu'il soit avec un frère musulman. J'aurais aimé qu'il soit laïque, mais il ne sera jamais laïque. J'aurais aimé, moi, qu'il soit laïque, qu'il ne s'appelle pas Mamadou, qu'il s'appelle Jean-François, mais il ne s'appellera jamais Jean-François. Donc, au lieu de fermer les yeux comme nous le faisons aujourd'hui, il vaut mieux, c'est désorganiser ce peuple-là. Comme on est désorganisé, nous. Vous savez, on nous a désorganisé avec les idées wokistes, avec tout ça, la repentance. Il faut désorganiser ce peuple-là. Donc, il faut du machiavélisme, en fait. Et on vivra toujours avec des problèmes. C'est comme l'herpès ou le sida. On vivra toujours avec des pics, des rechutes. Ce ne sera pas agréable, mais c'est le monde que d'autres ont choisi pour nous, entre 1974 et aujourd'hui. Ils nous ont mis dans cette mouise, dans cette concurrence. Parce que on nous dit l'Ukraine, la Russie, la guerre, c'est pas beau. C'est pas beau. Mais nous, on va avoir l'Ukraine, la Russie dans notre palier, hein, au niveau de l'immeuble. L'ennemi sera interne. C'est comme à Alger dans les années 50. Hein. Si on continue comme ça, tout le monde sera suspect. Parce qu'à un moment donné, tous les Arabes vont devenir suspects. Ou tous les Français vont devenir suspects pour les Arabes. Et c'est un monde infernal qui sont en train de nous préparer. Voilà, j'espère avoir été clair. Monsieur Gali, désespérant, c'est certain, mais clair, je ne sais pas. Monsieur Gali, si je comprends bien, nous allons vers une impasse. Nous commençons à être à l'entrée de l'impasse. Oui. L'impasse n'est pas encore au bout. Et moi, j'ai une question qui m'a été posée par quelqu'un ici. Qu'est-ce qui va se passer sur la population musulmane ici présente, qui travaille, qui paye ses impôts, qui est, semble-t-il, installée, mais que se passera-t-il en cas de clash venant des endroits qui viennent, notamment des foyers inhérents justement au clash, qui seront sans doute les cités, etc., voire les villes qui sont déjà submergées, comme Marseille. Quel est votre avis là-dessus? Parce que comment on va pouvoir nous en sortir de cette façon-là? Est-ce que vous avez quelques informations à nous donner sur ce plan-là? Honnêtement, je ne sais pas, puisque nous vivons des temps vraiment inédits. Il n'y a jamais eu des musulmans au nord de la Loire. Hein. D'ailleurs, au nord du Danube, il y a aujourd'hui des musulmans en Finlande. Donc on ne peut pas vraiment se comparer à ce qui s'est passé pendant la colonisation, qui est la dernière grande expérience que nous avons eue de coexistence. Pendant la colonisation, vous avez beaucoup de musulmans qui ont défendu la France. Les harkis, mais pas seulement. Hein. Vous avez les goumiers,
qui ont combattu pour la France, et qui n'étaient pas des musulmans laïcs, ni intégrés, ni assimilés. Mais ils ont combattu avec la France. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait la recherche du sens la recherche de l'aventure. C'était faire la guerre, c'est voyager. Et il y avait aussi le grand respect du chef. Il y avait encore des chefs, sergents, capitaines, commandants, dans l'armée. Ils doivent exister encore, mais je ne sais pas. Qui pouvaient inspirer leurs hommes à mourir pour eux, sans vraiment parler français, sans savoir ce que c'est que la République, la laïcité, ça ne savait rien. Moi, mon grand-père, je pense, mais il est mort, mais je ne pense pas qu'il savait ce que c'était la laïcité, Robespierre, Rousseau. Il n'y a pas besoin. Il respectait son chef. Aujourd'hui, non, mais cette expérience-là, bon, on est loin d'elle aujourd'hui. Moi, ce que je pense que ce qui peut se passer, c'est que la nature humaine n'ayant pas changé en 50 ans, la majorité silencieuse des musulmans de France va s'écraser, je pense, et elle va s'écraser au profit des violents. Donc elle va pas forcément, je pense pas qu'on aura un grand soir avec des égorgements collectifs ou autre chose, mais les gens vont s'écraser. Les gens vont s'écraser, c'est la nature humaine, et les gens ont peur, comme nous avons peur. Et, nous aurons de très belles surprises. Moi, je pense que certainement, des gens qui vont nous surprendre par leur loyauté. Moi, je pense que la droite française aujourd'hui doit faire des ponts vers les musulmans de France, pas pour convertir 100%, mais déjà pour que les 10% qui pourraient s'engager en cas de guerre avec nous, qu'ils s'engagent. Aujourd'hui, moi, j'ai vu les polémiques là, sur la double nationalité. Stupide, je le dis tel que je le pense. Stupide. Parce que il faut pas baisser le froc, mais il faut ouvrir, créer des ponts, et dire que l'on peut être patriote et musulman. Moi, je n'entends pas ça chez la droite. Qu'on peut être noir et patriote français. Je n'entends pas ça. Je n'entends pas ça. Et c'est le boulot des leaders de la droite. Alors, moi, je veux bien qu'ils soient occupés à lutter contre Macron et tout ça, moi, je veux bien. Mais si parti comme ça, on va avoir, quand le clash va commencer, j'espère qu'il commencera jamais, mais s'il commence, vous aurez les candidats pour lutter avec nous ne seront pas très nombreux. Est-ce que quelqu'un a une question à poser dans la salle à Monsieur Gali? Oui, bonjour Driss Gali, nous nous sommes vus à Mérignac, je crois, il y a un an, quelque chose comme ça. Bon, oui, moi je suis quand même surpris parce que pour moi le dynamisme d'une société, ça ne se mesure pas au nombre d'enfants. Quand on regarde par le monde, les sociétés où il y a le plus d'enfants sont souvent les sociétés les moins avancées. Hein. Ça c'est quand même quelque chose. Alors, et puis, deuxième point, faire la distinction entre les bons et les mauvais musulmans vus par des Occidentaux, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a de mauvais musulmans, hein, entre guillemets, qui vont s'infiltrer là-dedans. Ils vont dire, mais alors pourquoi moi je suis pas bon et lui il est bon? Et puis ils vont essayer de convaincre les bons à leur thèse, etc. C'est pas du tout évident. Voilà, c'est deux questions. Merci. Bien sûr. Oui, vous avez raison. Alors, sur le nombre d'enfants, il y a une grande différence entre le non-remplacement d'une génération, où on en est, et 8 enfants par femme, comme c'est le cas aujourd'hui au Niger et au Mali. Hein. Nous, on est vraiment dans une grande extinction démographique. Alors, le monde appartient aux minorités. Je dirais, oui, certains peuples minoritaires, certaines minorités gouvernent le monde, même en étant minoritaires chez elles. Mais elles avaient des armes qu'on n'en a pas. Elles n'étaient pas démocratiques. Vous avez vu, par exemple, les Mamelouks en Égypte, c'était une ultra-minorité. Ils gouvernaient les Égyptiens, ils étaient étrangers. Mais bon, ils n'étaient pas démocratiques. Hein. Ils avaient le monopole de la violence, ils n'étaient pas sympas. Nous, on est ultra sympa, ultra tolérant, mais on ne fait pas de gosses. Et on est en train à la limite, le problème, c'est on peut être comme les Japonais. Les Japonais ne font pas de gosses, mais ils n'ont pas le tiers de leur croissance démographique assuré par les immigrés. Ils n'ont pas d'immigration. À la limite, c'est ça le problème. Si on veut pas faire de gosses, qu'on ferme l'immigration. Nous, on fait pas de gosses et on délègue, on a sous-traité l'accroissement démographique aux immigrés. C'est ça qui m'inquiète
le plus, et cette espèce de glorification de la stérilité. Cette espèce de glorification de l'IVG qui devrait être un accident de la vie et pas une politique publique. Je pense que voilà, je trouve personnellement c'est un mal nécessaire, mais on ne peut pas le glorifier, le mettre dans la Constitution et dire l'horizon de la femme, c'est pas avoir de gosse. Ça sent la mort chez nous, l'euthanasie, cette espèce de glorification glorification même de la faiblesse, hein. On détruit les familles, la famille monoparentale ne devrait pas être le modèle. Elle existe, on respecte, mais c'est pas ça le modèle. Parce qu'on a besoin de créer de la puissance. Nous faisons tout pour mourir, tout pour nous affaiblir. Déjà avec 2 parents hétéros, enfin un homme, une femme, c'est déjà difficile. Je sais de quoi je parle. Alors imaginez-vous sans le père ou sans la mère, avec des recompositions. C'est ça qui m'inquiète, c'est que nous interdisons les conditions de la puissance. Nous prenons des risques qui n'ont jamais été vus ailleurs. Jamais on a vu une société, enfin je me trompais, qui joue à ça, à ne pas faire de gosses, à détruire les familles, à dire que l'homme ne sert plus à rien, à dire que le patriarcat est mort. Voilà, c'est ça qui m'inquiète le plus, sachant que nous avons la concurrence chez nous. Si au moins nous vivions comme les Japonais ou les Coréens, dans une espèce de bulle, très bien, à la limite, mais on n'est pas le Japon. Sur filtrer les gens, tout ça, bien sûr, nous avons, d'ailleurs, nos plus grands ennemis sont des Français de souche. Encore une fois, j'ai cité quelques cas où vous avez vraiment le plus grand mal. Enfin, je m'excuse, hein, Emmanuel Macron a fait plus de mal à la France que beaucoup d'immigrés. Hein. Depuis 7 ans, alors nous sommes à genoux. Franchement, c'est pas à cause de Marseille que nous sommes à genoux. Pas à cause des quartiers nord de Marseille que nous sommes à genoux. Parce qu'à cause de Français de souche qui dirigent ce pays. Alors je ne dis pas qu'une certaine immigration n'aggrave pas tout. On en a assez parlé aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas de filtre à salauds. On ne sait pas filtrer les salauds, tout ça. Mais nous avons des filtres quand même pour l'assimilation. Nous avons des filtres pour des gens qui nous envoient des symboles de loyauté. Nous manquons de règles du jeu. Il y a pas franchement, tu es musulman en France. Mais, enfin, je dis tu parce que c'est comme ça que je réfléchis. Tu es musulman en France. Tu ne sais pas sur quel pied danser pour être utile à la France. Parce qu'on te dit d'un côté la France est mauvais, la France ça sert à rien, il faut plus d'Europe. L'Europe c'est le futur. Bah, tu dis pourquoi je vais jouer le jeu de la France si c'est l'Europe c'est le futur. Être patriote c'est mal vu. Voilà. Il faut que une bonne fois pour toutes et ça c'est le rôle de la droite. Quelles sont les règles du jeu? Parce que si la droite est identitaire, qu'elle le dise maintenant. Et qu'on évite aux musulmans de devenir des harkis de demain. C'est pas sympa ce qui a été fait aux harkis. Je pense que ça marque beaucoup de musulmans. Voilà, il faut leur donner l'assurance qu'ils ne seront pas des harkis. Il faut leur dire voilà les règles du jeu. On sera avec vous si vous faites ça. Qu'est-ce qui est attendu de vous? On ne sait pas ce qui est attendu d'eux. On sait pas, on leur dit la laïcité, mais c'est une parole en l'air. Ça veut rien dire la laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, si nous mettions en place les règles du jeu, ça c'est notre responsabilité. Après, on verra qui va adhérer à elle ou pas. On sera toujours trahi. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le nombre de gens qui se rallient à nous. Aujourd'hui, personne ne se rallie à nous. À part on sera toujours trahi. Mais même la gauche est trahie à l'intérieur. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui entre le PS et les filles. Ruffin, Mélenchon. La trahison fait partie du jeu. Mais ils ont des troupes, eux. Nous, on manque de troupes. Parce qu'on se rallie quelque chose qui... Les gens se rallient au PSG et au Real Madrid. Parce qu'ils ont une chance de gagner et parce qu'ils existent. Et une marque. Quelle est notre marque à nous? Quelles sont les règles du jeu? Nous, on ne les a pas définies. Donc on n'a pas beaucoup de troupes. Je pense que notre problème aujourd'hui, c'est pas se tromper ou être trahi, c'est comme on dit dans les réseaux sociaux, c'est augmenter notre base d'abonnés. Elle n'est pas assez forte. À part quelques, des écorchés de la vie comme moi, ou voilà, qui vont... parce que pour rejoindre notre cause, il faut penser contre soi-même. Mettez-vous à la place d'un musulman pour qu'il rejoigne cette cause. Il faut qu'il pense que dans l'islam, il y a des défauts, ou que dans la culture nord-africaine, il y a des défauts. Mais c'est un très grand effort à faire. C'est pas tout le monde qui va faire ça.
Donc il faut l'aider à ce qu'il vienne nous voir. Voilà. Oui, mais dans ce cas, est-ce que les musulmans que j'évoquais tout à l'heure, qui travaillent et tout ça, ne pourraient pas être les porte-parole de cette situation auprès de ceux qui sont à convaincre? Oui, mais je suis d'accord. Il manque de courage. Il y a beaucoup de mauvaise volonté. Moi, je le vois chez mes amis musulmans de France ou même du Maroc qui sont francophones. Il y a beaucoup de mauvaise volonté parce que les gens ne veulent pas se remettre en question. Les gens sont tellement fragiles qu'ils ne veulent pas se remettre en question. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a un problème criminel dans l'immigration en France. Ils ne veulent pas le reconnaître. Il y a le plus grand mal à faire admettre à mes amis musulmans de France, ils ont étudié avec moi autres, que le portrait robot de la racaille est plus musulman ou africain que chrétien et blanc. C'est très difficile, alors que les faits crient cette vérité-là. C'est très difficile, je l'admets. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi que le courage et le problème des minorités. Comme en 40, la résistance, 40, 41, 43, c'était l'affaire d'une minorité. Et on a quand même gagné la guerre, avec une ultra-minorité qui a été FFI, je sais pas quoi, FTP, avec De Gaulle et tout ça. C'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il faut dire quelles sont les règles du jeu. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Moi, je ne sais pas ce qu'on attend des musulmans de France, très sincèrement. Je ne sais pas ce qu'on attend de lui. Quand on lui dit l'Europe, les États-Unis, la macanisation, le climat, on lui dit, il y a plus de, ils savent pas comment se positionner. Donc ils vont dans la facilité, qui est de vous cracher dessus, qui est de fermer leur gueule. Il y a quand même des exceptions, mais moi je pense à un moment donné, il faudrait qu'on ait un projet national, méchant. On en a marre du climat et des recyclages et de ces bêtises. Enfin, c'est pas des bêtises, mais l'être humain est méchant. En 1941, mon grand-père est venu faire la guerre avec vos grands-pères, pas parce qu'il était gentil, parce qu'il voulait castagner, il voulait tuer du nazi. Refaisons un projet impérialiste français. Trouvons-nous un ennemi. Parce qu'il faut qu'on unit les gens, pas seulement sur les bonnes passions, sur les mauvaises passions. Nous sommes méchants. Trouvons-nous un ennemi commun. Et cette agressivité-là, au lieu de qu'elle soit entre l'arabe et le français, entre Vénissieux et Villeurbanne, mettons-la sur l'Ukraine. Moi, si vous me dites on va casser du russe, moi j'y vais. Du moment que on arrive à unir, il faut qu'on crée des fraternités d'armes. Parce que là, aujourd'hui, l'ennemi, c'est mon voisin de palier, qui m'a mal parlé, qui m'a mal regardé, qui m'a discriminé à l'emploi. On ne va pas s'en sortir. Et le projet européen, malheureusement, n'est pas un projet qui canalise. C'est un projet pour Boy Scout. Il nous faut un projet de méchant. Si vous me dites, moi je suis pour l'Europe, mais une Europe dominée par la France. Dominée par la France. Pas une Europe gentille. Cette bêtise de la majorité qualifiée de l'unanimité, c'est un piège à cocu. Et on en a marre d'être cocu. On veut la domination. Et l'Europe qui marche, c'est l'Europe dominée par un pouvoir. Vous avez l'Europe nazie qui était le rêve de la nouvelle Europe. Il y avait l'Europe austro-hongroise. C'était magnifique quand même. C'est plus beau que l'Europe d'Ursula. Vous avez l'Europe de Napoléon. Peut-être qu'il faut créer un projet européen qui soit réellement impérialiste. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je n'ai pas les idées forcément en place sur le sujet, mais on ne va pas rallier à nous les énergies si on continue à être dans le monde, dans la confusion, et on ne connaît pas les règles du jeu, et si on n'a pas un peu de méchanceté. Les gens ne se rallient pas. Vous voyez, franchement, pour se rallier à Daesh, il faut être complètement idiot. Mais les gens sont idiots parce qu'ils sont méchants. Franchement, se rallier à Daesh, pas de nana. Vous vous rendez compte quand même, pour des mecs entre 15 et 25 ans, pas de nana, pas de clim, l'assurance de la mort, vivre avec des mecs, la moitié sont homo. Mais franchement, il faut être dingue, il faut être taré. Mais ça répond à un besoin de base, la méchanceté, l'impérialisme. Les gens, on est comme ça. Et à force d'être gentil et d'être dans les PowerPoint et avec des Bruno Le Maire et des Gabriel Attal qui vivent dans un monde qui n'est pas le monde réel, bien on perd les vocations. Oui, ils vivaient, mais ceux qui vont les remplacer ne seront pas forcément mieux. Donc voilà. Mais ça m'amène quand même à une question, c'est
vous parlez, soyons méchants, d'accord? On est tous méchants. Le problème, c'est est-ce qu'on a la capacité d'être méchants? Avec tout ce qui nous tombe sur le nez, les procès, on avait Pierre Cassant tout à l'heure qui nous a présenté notamment la situation, voir tout ce qu'il a comme procès aussi de son côté. On n'arrive plus à avancer à cause de ça, justement. Parce que, est-ce qu'on peut confier à un politicien la direction de ce que vous voulez, ce que vous nous proposez? Pas du tout. Non, non, donc ça peut être qu'un personnage nouveau venant de la société civile, par exemple. Oui, oui. Bon, nous allons vers des temps apocalyptiques, parce que nous avons à tous les endroits clés, vous avez des faibles, ou des fragiles, ou des traîtres. Voilà, donc effectivement, pour secouer le Schmilblix, ça passera par un cataclysme, c'est certain. Et l'histoire de France n'est pas avare de cataclysme, hein. Ça c'est certain. Je pense que effectivement, parce qu'au fait, il y a une espèce de conspiration du statu quo. C'est tellement agréable. Enfin, la soupe est tellement bonne quand même. La soupe est bonne. Les salaires sont élevés. Il y a aucune. C'est l'impunité totale. Enfin, personne ne va traduire en justice Bruno Le Maire. Personne. Wow. Moi, j'attends, par exemple, le post-Covid. Hein. Personne n'embête Agnès Buzyn ni Olivier Véran, quand même. Donc, c'est magnifique. La pratique politique aujourd'hui, c'est l'impunité totale. Les peuples ont la mémoire courte. Les institutions ne marchent pas. La justice ne marche pas. Le Conseil d'État constitutionnel, Cour des comptes ne fonctionne pas. Il n'y a plus c'est l'impunité totale. C'est merveilleux d'être à leur place. Donc, effectivement, la solution viendra certainement hors de ce système-là. De l'extérieur. Excuse-moi, je vais avoir une double question. Oui. On va partir sur deux scénarios, le moins bon et le meilleur, on va dire. J'ai posé la question mercredi dernier à Xavier Moreau, qui était sur Dax. S'il y avait des troubles graves, voire une insurrection en France, quelle serait la position de la Russie? Donc, il m'a confirmé que la Russie serait neutre, bien évidemment. Donc, ma première question, c'est simplement quelle serait la position des pays du Maghreb à ce moment-là? Ça, c'est le mauvais scénario, entre guillemets. Le bon scénario, on arriverait d'une façon ou d'une autre à trouver, on va dire, un modus vivendi avec les populations musulmanes du pays. Comment ça se passerait? On leur donne un statut particulier, on accepte ce que certains envisagent déjà, à savoir une sorte de dispositions territoriales leur donnant une certaine autonomie dans certaines villes ou dans certaines cités. Quel est un petit peu les scénarios que toi tu verrais dans ces deux cas? Merci. Les États du Maghreb sont les grands gagnants de la situation actuelle, puisqu'ils ont maintenant une ingérence de facto sur la situation française, présente et future, avec ces diasporas. Donc ils peuvent être une partie ils peuvent compliquer le problème ou le retarder, puisqu'ils sont quand même assez raisonnables. Même le régime algérien est quand même assez raisonnable, parce qu'il a besoin de venir au Val-de-Grâce se faire soigner, parce que s'il n'y a plus de Val-de-Grâce, s'il y a plus d'eau, si la France sombre, ils n'iront pas forcément se faire soigner à Dubaï ou à Abu Dhabi, malgré tout, et même pas en Russie. Moi, je pense que ce ne sont pas les régimes du Maghreb qui posent problème. Je ne pense pas qu'il faut y voir une menace. Par contre, il faut leur parler d'homme à homme, et ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Il n'est pas normal qu'ils ne reprennent pas leurs mineurs non accompagnés. C'est pas normal. Pas normal. Je suis désolé. Désolé. Faut voir. Moi, je suis marocain. Un pays comme le Maroc, il envoie encore ses meilleurs éléments se faire former en France. C'est en train de changer, mais quand même. Je suis désolé, tu ne peux pas m'envoyer tes meilleurs éléments se faire former en France. Je te donne quand même la recette de la potion magique. La fabrique des élites. C'est ça la potion magique. Parce qu'il y a le pétrole, tout ça, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert, mais quand on est capable de... Vous voyez le Venezuela, il y a du pétrole et ça ne sert à rien. Je te donne la potion magique et tu ne me reprends pas tes MNA. Je parle du Maroc. Hein.
Pareil pour l'Algérie. Voilà. Donc à un moment donné, il faut avoir ce discours-là. Je te verse de l'aide au développement et tu reprends pas tes ménas. Mais attends, les élites marocaines achètent à tour de bras des biens immobiliers en Espagne. Voilà une arme de négociation entre l'Espagne et le Maroc et l'Europe et le Maroc. Mais on n'a pas envie, je sais pas, on n'a pas envie, on n'est pas au courant. De toute façon, l'immigration est un problème, est un projet, donc pourquoi voulez-vous qu'il... Voilà. Donc, je pense que ce qui manque aujourd'hui avec les pays du Maghreb, c'est cette discussion-là. La France assure la formation professionnelle d'un pays comme le Maroc. Moi, je vois mon boucher de mon quartier est aujourd'hui à Bordeaux. Il est parti en immigration légale. Il a envoyé un CV. Il se sentait bien au Maroc. Enfin, il se sentait pas assez pour rester, mais il n'était pas travaillé, tout ça, CDI. Il a envoyé un CV. Il est, je sais pas, Carrefour Auchan, à Bordeaux. Il reviendra au Maroc, j'en sais rien. S'il revient, ce sera un boucher bonifié, amélioré. Il aura appris des méthodes françaises. Donc le Maroc externalise la formation professionnelle chez vous. Pareil pour les maçons, les charpentiers, les vigiles. Enfin, c'est ça, à la limite, c'est peut-être ça l'aide au développement. C'est peut-être ça l'aide au développement. Ça, il faut le dire aux Marocains. Il faut dire, les mecs, ok, on a besoin peut-être de vos bouchers, mais on les forme. Ouais, ils sont payés, ils apprennent. C'est le meilleur service à rendre à un peuple que d'apprendre à pêcher. Mao disait ça. Donc Mao a forcément raison. Ouais, ce que je veux dire. Donc, avec le Maghreb, il faut ces discussions-là. Parce qu'il faut les embarquer dans la solution. On ne peut pas faire en sorte qu'ils ne sont pas concernés, que voilà, ils sont pour l'instant, ils profitent de ce qui se passe. Et ils ont intérêt à ce que vous gardiez la tête en dehors de l'eau. Hein. Parce que la Russie n'est pas sympa, les États-Unis sont ce qu'ils sont, il n'y a pas d'alternative encore à l'Europe occidentale pour l'Afrique du Nord. Je ne dis pas qu'on ne va pas passer notre temps à vous embrasser les babouches, hein, mais vous êtes notre meilleur partenaire. Et votre déclin n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Parce que je dis, la Russie n'est pas sympa, la Chine n'est pas sympa, la Chine ne veut pas notre bien. Nous n'avons aucun lien culturel avec les Chinois, tout ça. Les Indiens, non. Nous sommes contaminés par vous, vous êtes contaminés par nous. Nous sommes inséparables depuis la colonisation. On n'arrive pas à se passer d'où. Il faut qu'on négocie un deal. Mais on ne peut pas, là je parle aux Marocains, on ne peut pas, ou aux Algériens, on ne peut pas vivre dans une fantaisie. Parce que je vois au Maroc, on dit oui, l'Afrique c'est le futur. C'est le futur pour le milieu bancaire peut-être, mais des assurances, pour le lait en poudre, pour les télécoms. Et ce n'est pas le futur pour l'économie mondiale. Il faut être sérieux, 5 minutes. On ne va pas trouver dans l'Afrique, j'espère me tromper, hein, on ne trouvera pas en Afrique les solutions pour le climat qui change, pour la diversité, pour l'industrialisation, pour les nouveaux matériaux, pour la course spatiale. Je suis désolé, ça se passe à la Silicon Valley encore. Elon Musk a quitté l'Afrique. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, ça c'est pour le premier aspect. Pour le statut particulier, moi je dis dans le livre, moi je pense qu'il faut refaire la République, enfin sortir de ce régime-là, et vous avez deux statuts, un statut assimilé, un statut associé. Statut assimilé, c'est tu acceptes la civilisation française, welcome, tu es citoyen, tu votes, tu es éligible, peu importe ta couleur, et pour le coup, je t'ouvre les portes du pouvoir. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens assimilez-vous, mais attention, tu ne peux pas être franc-maçon, tu ne peux pas être énarque, enfin, tu peux pas être dans le lobby X ou Y. La France est un pays de lobby. On va être sérieux aussi. On dit aux gens assimilez-vous, mais on pense assimile-toi comme vigile ou comme femme de ménage. Moi, je voudrais qu'ils s'assimilent comme ministre. On peut pas, soit on joue, soit on est fair-play, soit on n'est pas fair-play. En France, vous avez une méritocratie qui existe, mais qui est largement castrée par ces lobbies-là. Moi, je l'ai vu en entreprise. Vous avez des lobbies gays, lobbies catholiques, lobbies je sais pas quoi, les Bretons, les Corses, ceux qui font la voile. Il faut que ces lobbies-là, on va pas faire on va pas faire une loi pour ça, mais il faut que les lobbies s'ouvrent aux immigrés. Parce que si vous voulez, il faut qu'il y ait une chance. Je suis contre la discrimination.
contre les quotas. Je suis contre la discrimination positive. Mais je dis, on ne peut pas mentir aux gens. Il faut vraiment jouer franc jeu. Ok, assimilation, bon coup. Si tu es bon, tu peux devenir président de la République. Aujourd'hui, enfin, ça c'est un point. Je pense qu'on ne sera pas forcément tous d'accord, mais je pense ça vraiment. Il y a face à ça un statut associé, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas assimilables, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'assimiler. On ne va pas se mentir, ils ne seront jamais français. Enfin, ils ne sont pas français. Bon, à l'instant T, eh bien, ils peuvent vivre en France, ils cotisent à la sécurité sociale, ils ont droit au chômage, ils ont droit au système de santé, ils ont droit à ce qui reste du système éducatif, ce qui en reste, après le passage de Mme Belkacem, Mme Belloubet et M. Blanquer, mais ils ne votent pas. Ils ne votent pas. Tu ne vis pas la française, tu ne participes pas à mon système. Moi, je pense qu'il faut sortir du pacte, du contrat social de Rousseau et rentrer dans un contrat civilisationnel. L'enjeu aujourd'hui, c'est civilisationnel. Parce que Rousseau, la Révolution, ça a été fait entre Français catholiques. Là, vous avez des peuples nouveaux en France. On va faire l'union sur l'enjeu, la discussion, c'est la civilisation. C'est pas la nation. Alors c'est bien sûr la discrimination, bien sûr, mais je suis contre la discrimination positive, mais je suis pour la discrimination. D'ailleurs, l'être humain est une machine à discriminer. Le mien, le tien, mon gosse, pas ton gosse. Voilà, c'est comme ça. Dans ce statut d'associé, soit on le voit comme une discrimination, soit on le voit aussi comme une antichambre de l'assimilation. Peut-être qu'il y a des gens... Il faut mettre en scène l'assimilation. Vous dites aux gens, voilà, tu es associé, tu n'as pas tous les droits, mais tu as la dignité, tu peux voyager dans ton pays d'origine, tu peux revenir, parce que les gens ont peur de ne pas pouvoir revenir. Il faudrait refaire toute cette loi d'immigration, tous ces visas à la con, là, tout ça. Je pense qu'il faut fluidifier les choses. Mais si tu veux, et pendant ce temps-là, tu vois Mamadou qui s'est assimilé. Mamadou est devenu ministre. Mamadou a fondé une start-up. Mamadou est devenu patron de Grand Orient, de la loge Grand Orient de France, je sais pas quoi là. Mamadou est devenu le leader de la Gay Pride. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends des exemples un peu comme ça, un peu provocants. Il faut mettre en scène l'assimilation. Aujourd'hui, nous ne mettons pas en scène l'assimilation. Il faut, comme à Versailles, le roi mettait en scène Sa Majesté. Il faut mettre en scène les choses. Et là, vous pourrez, au bout de plusieurs années, vous pourrez peut-être gagner quelques assimilés. Aujourd'hui, il n'y a aucune espèce d'incitation à l'assimilation. Puisque les gens vivent dans leur diaspora. Je suis marocain, je rejoins les Marocains de France, je parle arabe toute la journée, je travaille entre Marocains de France, je suis sur Uber, tout ça, j'écoute Al Jazeera, ou je suis sur TikTok avec le Maroc, je m'en fous de votre assimilation. Ça ne me sert à rien. Puisque je mange, je me marie, j'évolue, je gagne de l'argent, en vous tournant le dos. Il faut vraiment qu'il y ait une incitation à l'assimilation. Aujourd'hui, il n'existe pas. Et je pense que cette solution-là, qui est critiquable, bien sûr, au moins, elle pose le débat dans les bons termes. Je pense. Merci à toi. Oui, Monsieur Galli, déjà merci de toutes ces informations. Et moi, j'aimerais quand même... nous avons dans cette salle un certain nombre de personnes qui vous écoutent et qui ont, je dirais, un âge moyen, on va dire, voyez. Et j'ai dit moyen, un peu plus que moyen. Sauf que nous avons des jeunes, et nous avons en particulier un jeune qui est un fabuleux garçon, militant, qui est présent à toutes nos réunions. Et j'aimerais savoir si vous pouviez lui envoyer, non pas un message, mais peut-être un petit conseil par rapport à tout ce que vous avez évoqué lors de votre intervention. Il est présent ici, si vous voulez lui parler, je lui donne le micro, mais au moins, certainement le rassurer d'une certaine manière. Parce que jusqu'alors, on parlait d'impasse, donc là, peut-être qu'il y a une issue à cette impasse. Bah écoutez, je vais lui, je le salue et je lui dis que, d'abord, oui, bien sûr, il peut prendre le micro, bien sûr. Je lui dirais d'abord qu'il n'y a pas meilleur âge que la jeunesse, qu'il n'écoute pas les foutaises qui lui disent non, il faut profiter maintenant. Il n'y a pas meilleur âge que la jeunesse. On apprend la peur en vieillissant, la peur et le ressentiment et ces choses-là. Je lui dirais, pense à toi d'abord, la cause principale, c'est la tienne.
Ce n'est ni le climat, ni même la France. Il faut résoudre d'abord la cause principale individuelle. C'est qui suis-je vraiment? C'est retrouver son identité, c'est-à-dire ses zones de compétence et de défaillance. Quelle est ma vocation? Quelle est ma mission? Ça ne sert à rien de défendre. Moi, je connais beaucoup de souverainistes qui ne sont pas souverains, c'est-à-dire qui sont en dépression, sous l'emprise de la drogue ou d'illusions, ou qui vivent. Moi, j'ai vécu 13 ans hors de moi-même. J'étais pas content au boulot, je me plaignais tout le temps, j'étais embêtant, j'ai perdu mon temps. Donc, est-ce que j'étais utile à la France, ou au Maroc, ou à la cause LGBT? Non. Il faut être utile à soi-même. Et ça, c'est la plus grande mission, je trouve. La première, c'est qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire au monde? Alors, si je suis le successeur de Jules César, bon coup, je fais la révolution. Mais si je suis un type qui n'est pas, voilà, qui n'a pas ce profil-là, ben je trouve ma place. J'appuie les Jules César si j'en vois. Nous avons une spécialité aujourd'hui en France à lapider les gens différents. On tape sur Zemmour parce qu'il est trop extrémiste. Mais je dis, si je ne parle pas au jeune homme forcément, mais si tu trouves qu'il est extrémiste, bah, prends sa place, bon sang, et va te faire casser la gueule tous les jours, comme il se fait casser la gueule. Voilà. On est dans une espèce qui suis-je? Deuxième chose, c'est être puissant. Vraiment, faut vraiment être. La puissance, elle est dans le. Ça peut être le pognon, ça peut être le pouvoir, ça peut être aussi la force physique, le courage, mais c'est surtout se créer des marges de manœuvre. C'est-à-dire que on est vraiment dans un système complètement diabolique qui ne cherche qu'à nous écraser. Donc c'est avoir des économies, c'est avoir un point de chute, c'est être autonome, même économiquement. Quand on travaille, cette puissance, il faut qu'elle soit un peu aussi poétique, c'est-à-dire que on peut être puissant et faire de la dissimulation, comme le font les frères musulmans. Elon Musk, il dit fuck you, excusez-moi de ça, mais il a dit à Wall Street, quelqu'un lui a dit on va vous enlever les budgets publicitaires, il leur a dit fuck you. Le mec, il pèse 200 milliards dollars. Mais on peut être puissant en étant dans une boîte du CAC 40, un poste de cadre, mais en sabotant le système de l'intérieur, en gardant pour soi, en le subvertissant. C'est ce que font les islamistes merveilleusement. Donc la puissance, c'est pas seulement être milliardaire ou être Rambo. Donc c'est d'abord s'occuper de soi. Et dernier point, ne pas croire que le courage est l'affaire de la majorité ou que l'action est l'affaire de la majorité. C'est toujours la minorité qui change le monde. Nous sommes gouvernés par une minorité de wokistes. Ils sont ultra minoritaires, mais ils sont déterminés. La résistance, c'était une minorité en 1940. Le gaullisme, c'était une minorité. C'est après que les gens se sont convertis, quand la bataille était gagnée. Les révolutionnaires en 1789, c'était une minorité. Donc, il ne faut pas désespérer de voir tout le monde avachi, aplati, apathique. Et tu as des amis qui veulent t'aider, mais ils attendent un signe. Ils veulent que En fait, nous avons une lumière intérieure. Si les gens voient en toi ta lumière, ils voient que tu es puissant, que tu es libre, ils vont te rejoindre pour n'importe quel projet. Il y a des gens qui veulent participer, mais ils attendent un signe, ils attendent De Gaulle en 40, il était sans le sou, mais il y avait une lumière allumée en lui, il y avait un charisme, et les gens l'ont rejoint depuis le Vietnam pour voir ce que c'est que venir depuis l'Indochine en 40 à Londres. Donc, il y a des gens de bonne volonté. Ils ne seront jamais majoritaires, donc il faut faire le deuil de ça, et c'est pas grave, on s'en fout. Les majorités sont faites pour obéir. Les majorités sont faites pour obéir. Elles sont comme ça. C'est pour appuyer le statu quo. Mais c'est les minorités qui changent le monde, et ces minorités-là, il faut s'inspirer d'elles. Elles ont quelque chose qui fait que les gens se rallient à elles. Donc, vraiment, pour résumer, s'occuper de soi et savoir que le changement, c'est l'affaire des minorités. Quand on a géré vraiment ces deux choses-là, c'est pas plus facile, mais au moins on a moins de chances de se tromper. Voilà, j'espère avoir été utile. Il va vous dire un petit mot quand même. Notre jeune se présenter aussi. Bonjour Monsieur Galli, je m'appelle Valentin. Bonjour. Et merci pour ces conseils que je trouve super intéressants, en particulier le fait de se découvrir soi-même et le fait de travailler sur soi pour gagner en puissance dans tous les aspects que vous avez évoqués.
Et par rapport à votre conférence, Oui, je disais que j'avais trouvé votre intervention très intéressante et que vous décrivez avec justesse l'état de la France, de quelle manière on va vers le clash. Mais au final, je trouve que vous proposez des solutions qui ressemblent un peu à des palliatifs, comme l'assimilation. Enfin, on se rend compte que ça n'a pas marché pendant presque 50 ans, et je comprends pas pourquoi. Je vois pas pourquoi ça marcherait aujourd'hui. Et personnellement, moi, je milite plus pour une remigration forcée ou volontaire des personnes qui n'ont rien à faire là. Enfin, je vois pas l'intérêt de leur imposer le fait de devenir français et le fait qu'ils restent là. Voilà. Oui, mais en fait, je pense qu'on est, je pense qu'on est d'accord. Moi, je ne milite pas pour l'assimilation. Je ne suis pas contre l'assimilation, mais je pense qu'elle est. J'ai fait le deuil. Hein. J'ai fait le deuil. Maintenant, moi, je milite pour une société à deux vitesses. Vous avez des assimilés avec les Français de souche. Vous avez des associés qui n'ont pas les mêmes droits que les assimilés et les Français de souche. Et vous avez une remigration. Alors la remigration, entendons-nous bien, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit vraiment massive. Et là, bon courage parce il y aura des troubles graves. Et votre génération va devoir les gérer. Parce que moi, déjà, j'ai des problèmes de dos. Donc, c'est pas moi qui vais aller me faire jeter dessus des machines à laver à Villeurbanne ou à Marseille. Je pense que la remigration, un certain degré de remigration est nécessaire, c'est certain. Et je pense aussi, ça je ne l'ai pas mis dans le livre, qu'il faudrait vraiment revoir de fond en comble les politiques d'immigration. Pour vraiment, là, il faudrait faire une révolution là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous incitons les gens à se naturaliser français alors qu'ils ne sont pas français. Pourquoi les gens demandent le passeport français? Parce que ça leur permet de voyager. Ben, je pense qu'il faut faire des visas plus cool que ça, des visas légaux plus cool que ça, où on peut, des visas de 10 ans, de 15 ans, comme les Américains, à la limite. Et il faut aussi qu'on encourage l'immigration légale et pas illégale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, un type qui fait l'immigration légale, il se fait humilier dans les consulats français au Maghreb. Il donne son dossier médical, hein. Il donne ses comptes bancaires, il donne ses titres de propriété, enfin c'est un truc, acte de mariage. Bon, un type qui ne fait pas l'immigration légale, il passe avec un passeur, on lui donne, il arrive, il a les bisous de la gauche, de la maire de Paris, de la mairie de Bordeaux, et tout va bien. Moi je pense qu'il faut, cette immigration légale, il faut peut-être donner des visas plus facilement, des visas de 6 mois par exemple, avec études, travail ou travail-tourisme, et tolérance zéro. Le type, s'il ne rentre pas chez lui au bout de 6 mois, ben, il est expulsé, il ne revient plus. Ouais, en fait, il faut, avec les gens de bonne foi, il faut qu'on soit sympa. Avec les gens de mauvaise foi, il faut qu'on soit méchant. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est l'inverse. Avec les gens de mauvaise foi, nous avons les portes ouvertes, pas dire autre chose. Avec les gens de mauvaise foi, nous sommes neutres, comme un fonctionnaire de préfecture terre et négri. J'en ai connu quelques-uns, pas tous, qui traitent voilà, très mal des gens qui respectent la loi. Moi, j'ai fait la queue à la préfecture d'Antony, 5 h du matin. Ils gelaient, parce qu'il fallait venir à 5 h du matin pour être reçu à 8 h 30 du matin. C'est pas normal qu'un type qui respecte la loi, qui joue le jeu, on le traite comme ça. Je veux pas des bisous et des macarons, mais en fait, il faut vraiment faire une révolution mentale. Il faut qu'on soit beaucoup plus... il faut discriminer, hein, mais il faut aussi aider les gens qui jouent le jeu. Aujourd'hui, on fait l'inverse. Bien. Bon, bah écoutez, est-ce qu'il y a d'autres noms? C'est bon. Mais Monsieur Galli, au nom de Christophe Bugeaud, notre président, et toute son équipe, on vous remercie de cette vidéo transmission qui a été parfaite et tout a été très très clair. Et la maison ici, vous êtes grande ouverte quand vous serez sur Paris, enfin tout au moins sur Bordeaux. Et on vous accueillera avec grand plaisir pour une intervention en présentiel. Voilà. En tout cas, merci pour tout ça. Christophe, je te laisse juste le soin de clôturer avec Monsieur Galli. Merci, Monsieur Galli. Et on peut applaudir Monsieur Galli. Oui, tout à fait. Merci à toi.
Merci beaucoup. Merci Christophe. Bah écoute Driss, merci beaucoup. Et puis comme l'a dit Yves, quand tu seras de retour en France, tu es bien sûr le bienvenu sur Bordeaux. Ce sera avec plaisir qu'on te reverra ici. En présentiel cette fois-ci. Merci. Allez. J'amène mon épouse. D'accord, ce sera avec plaisir. Qui veut voir Arcachon. Donc, voilà. Mais ce sera avec plaisir, on vous fera la visite, tout à fait. Merci à vous. Plaisir. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup aussi. Ciao. Bonne journée brésilienne, à bientôt, au revoir.